Merci. C'était un plaisir d'entendre le docteur Chevalier. Nous allons tout de suite enchaîner par la deuxième thématique du jour. Et comme vous le savez, le congrès mondial de l'American College of Cardiology était prévu du 28 au 30 mars à Chicago. C'est une des plus grandes manifestations mondiales en cardiologie, mais c'est adapté cette année au Covid-19 puisqu'elle s'est déroulée sur le mode virtuel. Pendant ces 3 jours, les résultats de grandes études sont tombés, avec de nouveaux venus dans l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, des nouvelles études sur la revascularisation myocardique, sur les thérapeutiques antiagrégantes plaquettaires, sur les AOD. L'idée nous est venue de demander au professeur Alami de nous faire un magnifique cocktail de ces études, au plaisir des cardiologues présents avec nous ce soir. Et je passe tout de suite la parole au professeur Alami, qui est professeur de cardiologie, qui est cardiologue à Casablanca et qui est président de la filiale de prévention au sein de la Société marocaine de cardiologie. Il va nous faire une visite virtuelle guidée et commentée de l'American College of Cardiology. À vous la parole, professeur Alami. Salam alaikum. Ramadan Mubarak Saïd. Et merci à la Société marocaine de cardiologie de m'inviter pour partager avec vous ce qui s'est passé entre le 28 et le 30 mars 2020 à Chicago au cours de l'American College of Cardiology. Bon, alors voilà, il y a eu beaucoup d'études nouvelles et c'est vraiment difficile en 20 minutes présenter l'ACC 2020 en 20 minutes. J'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré présenter l'ACC 2040 en 40 minutes. Ce serait plus intéressant. Mais en tout cas, on va essayer de rester dans les 20 minutes. Alors d'abord, ça a été annulé. Le congrès a été annulé dans un premier temps. Et puis est venue l'idée de le mettre comme un congrès virtuel. Et c'est 3 jours d'expérience avec un congrès donc virtuel. Et on lance la balle pour l'avenir. Peut-être qu'on devra se préparer nous aussi à des congrès virtuels. En tout cas, on embarque pour le Stay at Home Virtual Tour. On attache les ceintures et on commence le tour. Je vous ai choisi comme première étude, c'est l'étude Victoria. C'est une étude qui porte sur des patients en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite et pour une nouvelle molécule, le vericiguat et son rôle dans l'insuffisance cardiaque. C'est quoi le vericiguat? C'est un stimulateur de la guanylate cyclase, l'enzyme qui a le rôle de transformer le GTP en GMP cyclique. Et donc, ce GMP cyclique, en grande quantité, aura une action sur la vasculature, c'est-à-dire relaxant de la fibre artérielle, fibre musculaire artérielle, donc vasodilatateur, et une action sur le cœur avec diminution de la fibrose, diminution du remodelage et plusieurs actions qui sont bénéfiques pour le cœur. Alors, de la théorie, est-ce qu'il est efficace pour les insuffisants cardiaques? L'étude Victoria s'est adressée à des gens qui ont une insuffisance cardiaque chronique, fraction d'éjection inférieure à 45% et qui sont sous traitement médical tel que le recommandent les recommandations, les guidelines. Et il faut que ces patients-là aient fait une aggravation et ils définissent dans cette étude l'aggravation, un événement d'aggravation par ou bien une récente hospitalisation pour une poussée d'insuffisance cardiaque ou un recours à des diurétiques par voie veineuse ou encore ils le définissent par un BNP ou un pro-BNP qui sont très élevés, c'est-à-dire BNP au-delà de 300, pro-BNP au-delà de 1000. Eh bien, ces gens-là, eh bien, il y aura 2 bras, en plus du traitement
on va dire, optimal guideline, on va suivre les guidelines, un groupe aura le Vericiguat. Et voilà les résultats, c'est qu'au bout de 32 mois, le Vericiguat diminue, on peut le voir là, de 10% de façon significative, le risque de mortalité cardiovasculaire ou de première hospitalisation pour une poussée d'insuffisance cardiaque. La question qu'on se pose tous, est-ce que ce médicament réduit la mortalité cardiovasculaire ou bien réduit uniquement les hospitalisations? Eh bien, on peut le voir sur cette diapo, c'est que la mortalité cardiovasculaire n'est pas modifiée par le Vericiguat. Et c'est surtout la réduction de la première hospitalisation pour nouvelle poussée d'insuffisance cardiaque qui est significative. Donc, mortalité cardiovasculaire, non. Réduction des premières poussées d'insuffisance cardiaque avec hospitalisation, oui. Donc, c'est toujours bien à savoir. C'est une molécule qui va optimiser les patients insuffisants cardiaques qui sont déjà traités optimalement, mais il ne va pas réduire les événements cardiovasculaires, en tout cas sur cette étude-là. Pour rester dans l'insuffisance cardiaque, deuxième étude, et celle-là, elle porte sur l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Eh bien, on connaît très bien le rôle de dosage du NT-proBNP en tant que diagnostic et aussi pronostic, mais on connaît ce rôle-là dans l'insuffisance cardiaque avec FE réduite. Mais dans la FE conservée, préservée, on ne sait pas. Et l'effet du sacubitril/valsartan sur ces patients-là, sur le NT-proBNP, on ne le connaît pas. C'est une sous-étude de Paragon et qui s'intéresse à trois choses, trois paramètres importants. Première question sur les trois, est-ce que le NT-proBNP est corrélé, est-ce qu'il est lié avec les événements cardiovasculaires dans l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée? Est-ce qu'il y a un lien NT-proBNP d'un côté et événements cardiaques? La réponse, elle est claire dans cette étude, c'est oui, parce que plus le NT-proBNP augmente, plus vous avez ici le risque d'hospitalisation et de mortalité cardiovasculaire augmente pratiquement de façon linéaire avec une corrélation. Deuxième question, est-ce que chez ces gens-là, si on introduit le sacubitril/valsartan, est-ce que le NT-proBNP diminue dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? La réponse, elle est oui. Voici, dès qu'il est introduit, sacubitril/valsartan, le NT-proBNP chute, et si on garde par la suite que le valsartan, il va remonter, alors que sacubitril/valsartan, le taux de NT-proBNP reste bas chez les patients qui ont cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Eh bien, la conclusion, on va dire, de cette étude, c'est que même au niveau des événements cardiovasculaires, il y a une baisse. C'est important, il y a un lien considérable entre la baisse du NT-proBNP et la baisse des événements cardiovasculaires, et on le voit sur ce schéma-là. Donc, pour les trois questions, la réponse est oui. Et finalement, la conclusion, c'est que le lien entre NT-proBNP et événements cardiaques, et je répète, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, le lien NT-proBNP événement, oui. Deuxièmement, sacubitril, est-ce qu'il fait diminuer le NT-proBNP chez ces gens-là? La réponse est oui. Eh bien, et dernière question, eh bien, celle à laquelle on ne peut pas dire oui, c'est est-ce que le niveau de NT-proBNP peut nous prédire quelles sont les personnes qui vont bien répondre au sacubitril/valsartan? La réponse, c'est non. Le NT-proBNP ne permet pas de prédire
le bénéfice du sacubitril/valsartan, ce serait vraiment trop beau. Voilà, il n'y a pas de lien. Finalement, troisième étude, c'est l'étude Compass. On le sait, l'étude Compass est sortie déjà il y a quelques mois auparavant, mais là, Compass diabétique, c'est-à-dire c'est les gens qui ont une maladie coronaire ou une artériopathie des membres inférieurs, qu'on a l'habitude de traiter par de l'aspirine parce qu'ils sont coronariens ou avec une artériopathie des membres inférieurs. Eh bien, Compass se propose d'associer l'aspirine habituelle avec le rivaroxaban à 2,5 mg 2 fois par jour, ou encore sans aspirine, rivaroxaban 5 mg 1 fois par jour, et de suivre tous ces patients-là qui ont une maladie coronaire ou une artériopathie pendant 3 à 4 ans. Voilà le résultat de Compass. Ici, on ne parle pas de diabète, mais on connaît le résultat, c'est que l'aspirine a plus d'événements cardiovasculaires et d'infarctus, d'AVC, que si on associait le rivaroxaban, qui réduit le risque d'événement de 24%. C'est un chiffre très honorable de réduire les événements cardiaques, mais on se dit que ça va être certainement au prix de plus d'hémorragie. Eh bien, on va voir d'abord diabète. Qu'est-ce que la population des diabétiques qui nous intéresse aujourd'hui? Est-ce que c'est valable chez les diabétiques aussi? La réponse est oui. Vous voyez ici, chez les personnes diabétiques qui prennent que l'aspirine, le taux d'événement, et les personnes qui prennent aspirine plus rivaroxaban, taux d'événement qui est beaucoup plus bas, avec de façon significative réduction des événements chez les diabétiques de 26%, réduction des événements, on va dire, thrombotiques à type d'infarctus ou d'AVC. Et je vous disais, la grande question, si on va payer ce tribut par une augmentation des hémorragies, ce ne serait pas une bonne option. Et ce qui serait idéal, c'est d'avoir sur les courbes, eh bien, aussi bien mortalité cardiovasculaire, infarctus et AVC, et hémorragie, c'est-à-dire avoir une idée du bénéfice global. Quel est ce bénéfice global? En comptant aussi bien le côté thromboembolique que le côté hémorragique. Eh bien, on a la chance d'avoir une diapo de cette étude-là qui regroupe le risque de mortalité, infarctus, AVC, mais aussi saignement fatal, saignement symptomatique, et le résultat, il est là, chez les diabétiques. Eh bien, aspirine seule, 11,8% d'événements, et aspirine plus rivaroxaban, 9,1%. C'est statistiquement significatif, cette différence, et elle est de 22% de réduction des événements de façon globale. Je crois que ça va ouvrir une très grande porte à la prescription dans ce sens-là, mais on attendra les recommandations, qu'est-ce qu'elles vont dire. Mais en tout cas, vu que le bénéfice net entre hémorragie et thrombose est en faveur de l'adjonction du rivaroxaban, je pense que ça risque de changer les recommandations dans l'avenir. Troisième étude, c'est l'étude ischémia. Tout le monde en parle depuis plusieurs mois parce qu'elle a tout secoué. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Eh bien, je vous rappelle que cette étude ischémia qui a comparé 2 protocoles dans la maladie coronaire stable, c'est-à-dire syndrome coronaire stable, il faisait un scanner coronaire, un cathétérisme et randomisé, ou bien on traite agressivement, invasivement, ou traitement conservateur. La remarque qui a été faite, c'est que impossible, ne nous dites pas que c'est peut-être pareil pour l'ensemble des gens, mais si on s'intéressait, et c'est ça l'étude d'aujourd'hui, la sous-étude, si on s'intéressait à la sévérité de l'ischémie ou bien à l'étendue de la maladie coronaire, c'est pas possible, certainement, que ceux qui ont les lésions les plus sévères anatomiquement, ceux qui ont l'ischémie la plus sévère, certainement qu'ils vont bénéficier probablement de revascularisation qui sera meilleure que le traitement conventionnel. Ça, c'est ischémie de façon générale. Vous voyez que les 2 courbes
qu'on soit invasif ou pas, c'est kiff-kiff, mais je vous disais, eh bien, cette étude aujourd'hui, elle s'est dit, allons voir l'ischémie en fonction du degré de l'ischémie. Si l'ischémie est légère, modérée ou sévère, qu'est-ce que ça fait que de faire le conservateur ou l'invasif? Deuxième question, on pense certainement que l'invasif va faire mieux quand l'ischémie est sévère. Deuxième question, si on a un tritronculaire, eh bien, très certainement, on pense, et on va voir cette étude, est-ce qu'elle dit oui ou non, que l'intervention va être meilleure. Alors, on va voir les résultats de cette étude ischémia en fonction de l'ischémie et du degré de sévérité anatomique. Et première question que se sont posées les auteurs, c'est de se dire, je vais d'abord voir le lien entre ischémie, sévérité de l'ischémie et infarctus dans les deux groupes. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui font le plus d'infarctus sont ceux qui ont le plus d'ischémie, oui ou non? Et est-ce que les gens qui font le plus d'infarctus sont ceux qui ont le plus de lésions anatomiques sévères? Sans parler de procédure, ni invasive ni conservatrice. Eh bien, voilà la réponse. Est-ce que quand il y a une ischémie sévère, ça veut dire qu'il y aura plus d'infarctus du myocarde? La réponse, elle est là. Association entre degré de sévérité de l'ischémie, l'anatomie et l'infarctus. En ce qui concerne l'ischémie, sévère, modérée ou légère, eh bien, vous voyez, non significatif, eh bien, il n'y a pas plus d'infarctus selon le degré de sévérité de l'ischémie. Étonnant. Deuxième question, est-ce qu'il y a plus d'infarctus lorsque les lésions anatomiques sont tritronculaires? La réponse, elle est oui. Lorsqu'il y a des lésions sévères ici, bitronculaires, tritronculaires, il y a plus de risques avec avec un P qui est vraiment, vraiment significatif. Donc, il y a plus d'infarctus quand on est tritronculaire. D'accord. Maintenant, parlons de la mortalité toute cause. Est-ce qu'elle change? Eh bien, ici, on voit que l'ischémie, sévérité de l'ischémie, n'est pas associée à la mortalité toute cause. Est-ce que l'anatomie est corrélée? La réponse est oui. Quand il y a plus les lésions anatomiques sont sévères, plus le risque de mortalité toute cause augmente. Donc, la réponse, c'est que aussi bien la mortalité toute cause que l'infarctus sont liés à la sévérité anatomique, mais pas à l'ischémie. Voilà. Maintenant, la question qu'on se pose, si j'ai une ischémie importante, je choisis l'invasif, est-ce que c'est mieux que le conservateur? Eh bien, voilà la réponse. Que l'ischémie soit sévère, modérée ou légère, there was no statistical significance in any ischemic group. Dans n'importe quel groupe, il n'y avait pas de différence significative sur le devenir, qu'on choisisse le rouge, stratégie invasive, ou bleu, stratégie conservative, c'est pareil, quel que soit le degré d'ischémie. Maintenant, pour l'anatomie, on se pose la question, si on a un tritronculaire, est-ce que c'est mieux l'invasif que le conservateur? Eh bien, la réponse, c'est there was no statistical significance in any anatomic group. Ça veut dire, c'est kiff-kiff, que l'on ait des lésions tritronculaires, bitronculaires, monotronculaires, l'anatomie ne change rien, qu'on choisisse le traitement invasif ou conservateur. Pour résumer cette étude, l'ischémie n'est pas liée directement, sa sévérité n'est pas liée à la mortalité et le risque d'infarctus. La sévérité des lésions anatomiques est liée au risque d'infarctus et de mortalité, mais les deux groupes, il n'y a pas de différence dans l'attitude, qu'elle soit invasive ou conservative, pour ces malades, que ce soit en parlant d'ischémie ou en parlant d'anatomie et de sévérité d'anatomie. Là aussi, ça va faire couler beaucoup d'encre. Est-ce que les guidelines vont suivre?
Vraiment, on n'en sait pas. Une dernière ou avant-dernière étude, c'est Twilight, dans la maladie coronaire. Elle s'adresse aux coronariens qui ont une procédure de stenting complexe, difficile, avec haut risque angiographique ou procédural. Et là, on sait que le ticagrelor, il est bien indiqué chez ces gens-là, mais ce qu'on fait d'habitude, c'est de garder ticagrelor, aspirine 12 mois, et Twilight voudrait comparer les gens qui ont pris ticagrelor, aspirine 12 mois au groupe qui l'ont pris que 3 mois en relayant par ticagrelor tout seul, sans aspirine. Le résultat, c'est que les gens, après la procédure, qui ont suivi ticagrelor, aspirine 3 mois et ticagrelor tout seul 9 mois, ont fait moins de saignements et s'il vous plaît, ils n'ont pas augmenté les événements ischémiques par rapport à ceux qui ont pris 12 mois de bithérapie. Seulement, il y a un hic qui ne nous permet pas d'aller très en avant, et ce hic n'est pas des moindres, c'est que Twilight reconnaît que ce sont des résultats post-hoc, c'est-à-dire qui ont été trouvés après l'essai clinique Twilight, et que ce n'étaient pas des objectifs prédéfinis auparavant, c'est juste une constatation statistique, et il va falloir confirmer ça par d'autres études. Comme notre temps est limité, on va voir peut-être la dernière, Augustus, c'est le syndrome coronaire aigu chez les gens qui ont une fibrillation auriculaire. Et regardez, c'est une sous-étude d'Augustus. La question qui se pose, combien de temps va-t-on continuer l'aspirine après un syndrome coronaire chez les patients qui ont une FA? Et on parle d'aspirine. La question, ça devient l'aspirine qu'on devra arrêter de plus en plus. Voilà, Augustus, qu'est-ce que c'était? C'est les gens qui ont une FA, un syndrome coronaire ou qui ont un stenting récent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en général, on donne un P2Y12 inhibiteur, c'est-à-dire clopidogrel en général ou d'autres, et on associe dans l'étude Augustus un antivitamine K ou l'apixaban, et dans Augustus, on voulait voir la différence entre antivitamine K et apixaban, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans cette sous-étude, c'est de dire aspirine ou pas aspirine. En plus, eh bien, on va voir que les résultats, c'est qu'il y a eu moins de saignements dans le groupe placebo, c'est prévisible, et il n'y a pas eu plus d'événements cardiaques dans le groupe placebo où il n'y avait que l'anticoagulant, si on peut dire, et le P2Y12 inhibiteur sans aspirine du tout dès le premier jour. C'est formidable comme résultat, mais beaucoup de gens se sont dit, et c'est l'intérêt de cette étude-là, de cette sous-étude, c'est que l'on sait, de par la physiopathologie, que le premier mois après le stenting et le syndrome ou le syndrome coronaire aigu, les risques de thrombose du stent sont énormes. Alors l'idée de cette sous-étude, c'est de se dire, eh bien, vu que le risque de thrombose est très important le premier mois, et qu'après le premier mois, c'est surtout le risque de saignement, eh bien on n'a qu'à comparer aspirine placebo le premier mois avec aspirine placebo pendant la suite du traitement pour voir est-ce qu'il y a un intérêt de donner l'aspirine par rapport au placebo. Parce que je vous rappelle, à gauche, on a les résultats total, le résultat total sur la durée de l'étude entière. Mais là, c'est disséquer l'étude en deux parties. Et pour répondre à cette question aspirine ou placebo, répondre le premier mois, est-ce que c'est mieux aspirine que placebo ou placebo qu'aspirine? Et par la suite, qu'est-ce qui est mieux? Voilà, on a hâte de voir les résultats. Pendant le premier mois, les saignements et l'ischémie, ici à droite, on a la mortalité cardiaque et les thromboses, et on se rend compte que dans le groupe placebo qui n'ont pas pris l'aspirine, il y avait plus d'événements le premier mois. Ça colle avec la physiopathologie que nous venons de voir, ça colle très bien.
que quand on a donné l'aspirine, il y a moins d'événements, mais il faudrait aussi qu'il n'y ait pas plus d'hémorragie. Il y a moins d'événements le premier mois avec l'aspirine, mais avec l'aspirine, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de saignements fatals, d'hémorragie intracrânienne. Et le calcul qui a été fait, c'est qu'il y a plus de saignements. Le risque de saignement équivaut au risque de réduction de thrombose dans les 30 premiers jours. Donc, même pas besoin d'ajouter chez tout le monde l'aspirine dès le premier jour après le stenting, d'après cette étude-là, mais peut-être on laissera au cathétériseur et on laisse un petit peu le doute en cas où il y a un gros risque de thrombose d'aller vers l'aspirine le premier mois. Mais s'il n'y a pas de gros risque de thrombose, si le risque thrombotique n'est pas très élevé, eh bien, c'est même pas la peine d'ajouter l'aspirine dès le début. Maintenant, vous allez me dire, entre 3 mois et 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Regardez, est-ce qu'on réduit plus les événements avec l'aspirine? Thrombose? Non, on ne réduit pas plus les événements avec l'aspirine que le placebo. Ça ne sert à rien de rajouter l'aspirine, en tout cas après le premier mois, ça ne sert à rien. Ça ne réduit pas le risque de thrombose, mais par contre, ça augmente beaucoup le risque d'hémorragie, ce qui fait dire qu'après un mois, franchement, chez les patients qui ont une FA, et je crois que là, les recommandations de l'American Heart et l'ACC de mars 2019 sur la FA sont en faveur d'un anticoagulant plus un inhibiteur, un antiagrégant, et souvent le clopidogrel, sans même adjoindre d'aspirine. Voilà, alors c'est tout. Normalement, je m'arrête là. Et je crois que je suis un petit peu dans les temps. Et si on me permet de prendre quelques minutes pour parler un petit peu, parce qu'apparemment, il y a des questions aussi sur le Covid et on parle des essais thérapeutiques, et on parle des essais thérapeutiques. Alors, pourquoi ne pas parler un petit peu quelques minutes, juste si on m'autorise 5 minutes sur les essais sur le Covid qui sont en cours. J'attends Madame. Allez-y, monsieur. Ok, d'accord, très bien. Avec plaisir. Merci. Voilà, donc ce qu'il y a, je voudrais juste un mot pour tous les confrères. Donc ça, c'est publié le 23 avril dans le JAMA, c'est quand même très important. Il y a tout juste 5 jours pour nous rassurer sur l'utilisation des médicaments du système rénine et du risque de mortalité chez les hypertendus qui sont hospitalisés pour le Covid. Et c'était en Chine. Et là, parce que pour répondre à cette question, il fallait une étude qui compare les hypertendus qui étaient sous traitement IEC-ARA2 avec des hypertendus qui prenaient d'autres molécules. Est-ce qu'il n'y a pas de surmortalité avec les IEC-ARA2? Et la réponse est très claire dans la conclusion. Ça suggère que les IEC-ARA2 ne sont pas associés avec la sévérité ou la mortalité dans le Covid. Je crois que c'est bon à retenir. On n'arrête pas les IEC et les ARA2 de nos patients. On a toujours espoir et je vous assure, je termine par des notes d'optimisme sur le plan thérapeutique, mais juste, on croit à l'hydroxychloroquine, à la chloroquine, on espère que ça va, Inch'Allah, donner des résultats, mais je voudrais, puisque là on parle des essais cliniques et de leur discussion, vous montrer l'abstract qu'a mis en ligne le professeur Raoult. C'est sur l'étude qui était au début ces patients qui n'étaient pas forcément hospitalisés et qui étaient Covid+. Et au début, il avait publié ce résumé abstract en attendant la publication finale. Et il avait à l'époque 973 patients en 10 jours et il avait une mortalité. Lorsqu'ils étaient tous traités par l'hydroxychloroquine et ils avaient une mortalité sur les 973 patients, mortalité de 0,47%. Voilà, donc mortalité. Et le problème que beaucoup en France ont discuté ce travail, c'est qu'il n'y avait pas de bras comparateurs.
Et donc, l'étude s'arrêtant ici ne pouvait pas trancher définitivement. C'est pour ça qu'il y a Discovery, qu'il y a d'autres études en cours pour essayer de trancher sur le rôle de la chloroquine, hydroxychloroquine. Toujours est-il, on s'est dit, comparant ces chiffres-là, il n'y a pas de bras, c'est pas de façon statistiquement significative, ça n'a pas de valeur, mais juste pour nous rassurer un petit peu, voir une étude qui a été publiée il y a un mois dans le JAMA et qui parle de la mortalité aussi bien à gauche en Italie qu'en Chine avec le Covid. Et là, les patients n'étaient pas tous forcément traités par la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Et la mortalité, 7,2% en Italie, 2,3% en Chine. Et vous savez que la Chine dernièrement a dit que sa mortalité, c'est au fait le double de ce qu'elle avait annoncé parce que beaucoup de gens qui étaient à domicile n'avaient pas été comptabilisés. En tout cas, si on prend ces chiffres publiés, on se retrouve à une mortalité à 4,7% en comparaison à 0,47, ce qui voudrait dire que ça marche très bien avec chloroquine, hydroxychloroquine, comme annoncé. Maintenant, si on va piocher un peu plus loin, tout cela n'avait pas d'hydroxychloroquine ou chloroquine forcément. Ici, ils l'avaient tous. Et si on s'attache un petit peu à l'âge, on se rend compte que l'âge de la population chez Raoult était de 43 ans. Et si on va à gauche, pour une population de 40 à 49 ans, quelle est la mortalité en Chine ou en Italie? 0,4, 0,4, 0,47, 0,47. Si on rapporte à l'âge, à la tranche d'âge, la mortalité, c'est pour la même tranche d'âge, c'est pratiquement la même. Que ce soit Chine, Italie, on ne compare pas parce qu'il aurait fallu une étude avec 2 bras, ce qui n'a pas été fait, mais c'est juste pour avoir une idée. Entre-temps, il a augmenté le nombre de ces malades et sur son YouTube du professeur Raoult, ils sont arrivés. 2600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, dont 10 sont morts, c'est-à-dire on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant, ce qui est un des résultats il continue à avoir la meilleure. Plus spectaculaire actuellement au monde. Voilà. Mais vous voyez, au monde, c'est 6,2. Ici, c'est 0,4. On espère qu'on finira par trouver que la chloroquine est vraiment indiquée, Inch'Allah, mais pour l'instant, on n'a pas encore les preuves. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres études. Je ne vais pas m'attarder en une minute pour vous dire que cette étude Discovery qui est européenne compare 5 bras, un médicament, le premier, celui de Ebola, mais aux données de hier et avant-hier, il y a une étude qui a glissé dans l'OMS et c'est écrit ici liquide, elle a fui et ils l'ont ressorti l'OMS en attendant les résultats finaux, comme quoi le remdesivir n'est pas actif. Donc dans cette étude Discovery, probablement il ne sera pas actif. C'est ici un médicament pour le VIH, l'opinavir, et ici l'interféron, c'est humain, c'est la personne qui le fabrique, l'hydroxychloroquine et le traitement standard. Il y a aussi e-Covid, pour voir un petit peu le rôle de l'hydroxychloroquine, le Covidoc pour la comparer à la hydroxychloroquine, à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, enfin Coviplasme pour le plasma et finalement StromaCoV2 pour les cellules. Toutes ces études-là sont en cours. Les Américains, de l'autre côté, il y a un grand essai qui a commencé avec la famotidine, c'est un médicament de l'ulcère, et depuis le 13 mars, ça ressemble à la ranitidine que nous utilisons, la famotidine, mais à des doses très fortes en intraveineux, et il a été donné avec l'hydroxychloroquine chez 1200 patients aux États-Unis, et ils ont volontairement, c'est écrit dans le rapport, volontairement fait taire cette étude jusqu'à ce qu'il y ait des avancées probantes, et il paraît
qu'il y a des avancées probantes. On attendra les résultats fermement de cette étude-là. Et pour terminer, dernière slide, pour terminer sur cette note optimiste, la PHP, donc l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, a lancé le 5 avril chez 169 patients le tocilizumab, qui est un antagoniste des récepteurs de l'interleukine 6, qui a pour but de bloquer l'inflammation chez les hospitalisés en Covid avec pneumonie qui n'ont pas besoin de ventilation assistée et voir qui fait mieux. Est-ce que cette molécule ou le standard? Et les critères, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'être sous assistance respiratoire? Est-ce qu'ils sont morts après 14 jours? Ça a été annoncé le 5 avril. Le 27, c'est-à-dire hier, ils ont annoncé, la PHP a annoncé que le tocilizumab améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie Covid moyenne ou sévère. C'est une bonne note. Et je voudrais terminer sur cette bonne note. Inch'Allah, que tout le monde guérisse de cette maladie. Inch'Allah, et merci à la SMC, à sa présidente et à son équipe. Alors, je vous rends le diaporama et la parole, Madame Bouretti. Merci, professeur Alami, pour cet excellent choix d'études et pour ces excellentes présentations bien argumentées. Bon, il y a quelques questions qui sont arrivées. Moi, je voudrais revenir avec vous sur l'essai Victoria. Comme vous l'avez dit, donc cet essai avec le vericiguat a engendré une réduction de 10% de la morbimortalité par insuffisance cardiaque, surtout au profit d'une réduction de l'hospitalisation, des hospitalisations par insuffisance cardiaque. Alors, il se trouve que dans cette étude, donc, les patients qui ont été inclus étaient des patients relativement sévères, puisqu'ils venaient de sortir d'une hospitalisation récente. Donc, pensez-vous que ces résultats un peu timides sur la morbimortalité soient expliqués un peu par ce choix de population un peu plus sévère que dans les autres études? Et le point positif de Victoria ne serait-il pas peut-être la très bonne tolérance du traitement, puisque 90% des patients avaient finalement, on avait réussi à atteindre les doses cibles chez eux, ce qui est parfois plus compliqué avec les autres thérapeutiques. Donc, peut-on quand même considérer cette étude comme positive et accueillir ce médicament si il vient à être mis en place comme un médicament qui pourrait donc venir se rajouter à notre prescription des patients insuffisants cardiaques? Merci pour la question. Déjà, le fait qu'ils ne réduisent pas la mortalité sur cette étude-là, je pense que ça va être difficile qu'ils prennent une place importante dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque chronique. Tout au plus, peut-être une recommandation 2A, un médicament ajouté si la personne à la sortie de l'hôpital fait plusieurs poussées d'insuffisance cardiaque à la prochaine poussée. C'est-à-dire ce sera pas une molécule sur les vues des données de Victoria qui va changer la physionomie du traitement de l'insuffisance cardiaque, mais c'est vrai, on se pose la question, comme tu as si bien dit, est-ce que si on le donne à une population qui n'est pas à un stade très avancé, est-ce qu'il aurait pu faire mieux et réduire la mortalité? On ne sait pas, et tant qu'on n'aura pas d'études, on ne peut pas répondre, mais en général, les investigateurs, en général, s'ils avaient une bonne réponse sur la mortalité cardiovasculaire, auraient été encouragés à faire un autre essai sur une population moins sévère, on va dire. Mais ici, je ne sais pas s'ils vont pousser ça. En tout cas, ça reste une option pour nos patients à un moment ou à un autre de l'évolution de leur maladie. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va passer à la deuxième étude par rapport à Paragon HF et au BNP. Donc, il se trouve que dans Paradigme, effectivement, l'association sacubitril/valsartan a réduit le taux de NT-proBNP d'environ 30% et ceci a eu un impact avec comme corollaire une diminution significative des événements cardiovasculaires. Dans Paragon, on note également cet effet bénéfique sur le NT-proBNP avec une réduction de 19%. Et donc, quelqu'un pose la question, est-ce que la réduction sur les hospitalisations et décès cardiovasculaires est ressortie positive ou pas dans cette étude?
Non, sur les décès cardiovasculaires, non, pas de diminution des événements cardiovasculaires euh, de façon statistiquement significative. Il y a une action et c'est pour ça que dans la grande étude, et c'est une des études qui, je pense, reste gravée dans la tête des cardios et des investigateurs qui n'oublieront jamais le P égale 0,05, c'est-à-dire vraiment, ils étaient sur le point de prouver qu'un médicament aurait pu agir sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, à réduire les événements, parce que pour l'instant, on le sait, il n'y a aucun médicament. Ça allait être quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, mais malheureusement, les statistiques sont là pour arrêter. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, par rapport à ischémia, et enfin, depuis 10 ans déjà, plus de 10 ans, puisqu'en 2007, l'étude Courage était venue dire que le traitement médical optimal faisait peut-être aussi bien que la revascularisation chez les coronaries instables. Et 13 ans après, nos pratiques n'ont pas beaucoup changé. Est-ce que vous pensez qu'avec ischémia, et c'est les résultats d'ischémia, puis Orbita aussi quelques mois avant, est-ce que on va changer dans les années à venir nos indications de revascularisation chez les patients coronariens instables, surtout que, comme vous l'avez dit dans ischémia, même les patients les plus sévères, finalement, ne sont pas réellement bénéficiés en termes de mortalité et de prévention d'infarctus de la revascularisation. Ouais, effectivement, ischémia, c'est un gros pavé qui tombe dans la mare de cardiologie, qui vient tout secouer, tout bouger. Et avant le Covid, on parlait que de ça. Donc, c'est quand même plus petit, un pavé plus petit que le Covid. Bon, mais est-ce que ça va changer nos pratiques? Je pense déjà les recommandations, est-ce qu'elles vont changer au vu de cette étude ischémia qui est quand même ce qu'on appelle landmark trial, c'est-à-dire un très grand essai, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Et donc, est-ce que les recommandations vont changer? Et après, on se posera la question, entre le changement des recommandations et le changement de la pratique, il faut aussi beaucoup de temps parce que nous sommes habitués à, quand il y a une ischémie importante, quand il y a des lésions tritronculaires, on a toujours été vers la revascularisation. Et si les recommandations venaient à changer, on aura beaucoup de mal à tout switcher et à tout remettre au zéro. Mais je dirais depuis le Covid, on apprend à tout remettre au zéro rapidement. Tout à fait. Alors là, il y a une remarque par rapport à l'étude Augustus. Professeur Hittaoui qui dit qu'il s'avère de plus en plus que c'est juste la première semaine qui importe pour le risque de thrombose de stent. Et donc, pourquoi garder l'aspirine jusqu'à 1 mois? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas plus court? Les investigateurs de cette sous-étude d'Augustus qui ont choisi ça. Et ils ont vu, si vous vous rappelez le schéma que j'avais montré, de la courbe qui diminue et qui montrait que le premier mois était le plus dangereux, mais je suis tout à fait d'accord sur le plan physiopathologique, c'est le plus dur, c'est les premières heures, et plus on avance, et plus le risque va diminuer. Donc, ils ont jugé qu'à 1 mois, c'est ça, les investigateurs ont choisi 1 mois. Alors, certains disent justement que, en fait, vu qu'à 1 mois, le premier mois, il y avait en fait le risque hémorragique qui était compensé par le risque thrombotique, donc il y avait autant de complications dans les deux groupes, donc ça se rejoignait. Est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être pour les patients qui sont à haut risque hémorragique faire plus court, pour les patients qui sont à haut risque thrombotique faire un peu plus long? Oui, c'est certain. C'est-à-dire que là, on a une étude. Après, on aura des changements sur les recommandations. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'essentiel, c'est de retenir que l'aspirine, on n'en aura pas besoin très longtemps. Et je crois qu'Augustus vient de confirmer, après 1 mois, c'est pas la peine. Je crois qu'on attendra les recommandations pour parler officiellement, mais je crois que ça viendra. Il y a plus
de risque, donc après 6 mois, c'est plus de risque de saigner sans bénéfice. Toute la discussion, elle sera 1 mois, mais bien sûr, à chaque médecin, à chaque malade, à chaque procédure, à nous de voir si c'est 1 mois pile ou bien que si le risque hémorragique, et je crois, ça me rappelle que même les tableaux de l'ESC, ils faisaient des flèches, si vous avez un risque hémorragique plus élevé, vous pouvez raccourcir, et si vous avez un risque thrombotique, vous pouvez prolonger. Je crois que c'est un petit peu comme ça, voilà. Alors,